Très bien, donc on va pouvoir débuter. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous revoir donc, pour cette dernière session de l'accélérateur PME. Pour information, on a aussi des membres en présentiel dans nos locaux. Donc voilà, on est ravis aussi d'avoir la possibilité d'en accueillir certains. Ça sera un moyen pour ces participants de faire l'atelier en présentiel. Et donc vous pourrez évidemment, pour vous de votre côté, le faire en ligne sans souci, comme d'habitude. Voilà, ravi de vous retrouver pour cette sixième session de l'accélérateur PME et dernière. Donc, la thématique du jour sera le suivi et la valorisation des progrès de sa démarche RSE. On va tout de suite pouvoir débuter. Donc, les conseils, je pense que vous les connaissez par cœur. On va pouvoir passer au sommaire justement du programme. Donc, dernière session de l'accélérateur PME. On pourra faire un petit point de conclusion en fin de session, mais passons tout de suite au sommaire. Donc aujourd'hui, on aura premièrement une petite activité brise-glace pour justement nous mettre en jambes. On aura ensuite une thématique qui suivra le fil de la VSME, donc la norme volontaire de reporting de l'Union européenne à destination des PME de nos côtés. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, elle a été publiée très récemment. Donc on pourra justement s'appuyer sur cette norme pour voir comment on peut élaborer un rapport RSE, quels indicateurs justement suivre et quelles informations communiquer à ces parties prenantes. On verra ensuite quelles sont les différences entre les certifications, les labels et les évaluations RSE. Il y a parfois une certaine confusion qui existe. Donc, on verra vraiment ce qui spécifie chacun de ces outils. Et je pense que ça permettra d'éclairer certains points. On aura une session de questions-réponses comme à chaque fois, puis on passera à l'atelier qui aura vocation justement à vous donner quelques outils pour mieux pitcher, mieux présenter votre démarche RSE à destination des salariés, de votre dirigeant et de parties prenantes externes notamment. Donc, comme à chaque fois, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez lever la main et participer. Ce sera avec plaisir. Donc, les objectifs sont triples aujourd'hui. Premièrement, vous faire comprendre l'intérêt de valoriser votre démarche RSE. On l'avait vu en toute première session. Beaucoup de PME, malheureusement, ne publient pas d'informations sur leur démarche RSE. Selon une étude de la Commission européenne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait seulement un tiers des PME qui le faisaient. Et c'est dommage, on verra. Deuxièmement, on verra comment structurer un rapport RSE avec la VSME. Donc, c'est tout récent, c'est tout nouveau. Vous êtes précurseur, je pense. J'ai justement repris le document européen et je vous présenterai les éléments de base à remplir pour avoir un rapport aligné sur cette norme. Et troisièmement, on verra justement comment mieux comprendre, mieux différencier les certifications RSE, les labels RSE, les évaluations RSE. Comme je disais, il y a une certaine confusion qui existe. Alors, commençons tout de suite avec un petit icebreaker. Et l'idée, c'est justement de nous partager un livre ou un film lié au sujet du développement durable qui vous a particulièrement marqué. J'en ferai une synthèse et je vous enverrai justement l'ensemble des recommandations par mail. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous en faire part. Il y a eu pas mal de livres, de films sur ce sujet ces dernières années. Donc, voilà, je vous ferai une synthèse qui pourra peut-être vous permettre d'avoir quelques idées. Dans la salle aussi, n'hésitez pas si vous avez des recommandations. Euh, ça, c'est bon. Mhm. Je sais pas si bon, c'est développement durable, mais c'est très orienté à la biodiversité. Vous connaissez peut-être tous Hugo Clément ou pas? Ouais. Ouais. Mhm. J'aime beaucoup ce qu'il a lancé comme émission sur, donc avec France TV. C'est Sur le front. Il présente beaucoup de problématiques liées à la biodiversité, voilà, les activités humaines et l'impact sur la biodiversité. Il rend compte de beaucoup de choses, mais il montre aussi à la fin il y a toujours des solutions. Donc certes, il y a un discours un peu accusateur au début et qui nous démoralise un petit peu, mais à la fin, il y a quand même un retour à la réalité où on se dit, bon, ok, on a vu tout ça, on sait qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut agir encore aujourd'hui. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà. Ouais, tout à fait. Moi, c'est un truc, alors je ne l'ai pas regardé, mais on me l'a conseillé, c'est la promesse verte. Je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, c'est en fait, je pense que c'est l'histoire de quelqu'un qui s'engage dans une démarche durable. Et c'est une histoire, hein, c'est pas trop un documentaire, mais c'est français, il me semble. Et je sais qu'il est très bien, il faut que je le regarde. Donc voilà. Je me fais écho des recommandations de la salle. Je ne sais pas si vous les entendez bien, mais on est donc sur le fond d'Hugo Clément et la promesse verte. Et je vais également lire les recommandations qui nous sont partagées à l'écrit. Donc on a demain. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas. Super. Ouais, pas mal. Ah, donc, C'est intéressant. Ah oui, l'acteur ou l'actrice, je Ouais. me dis.
C'est Julie Delpy. Avec Julie. Ah oui? Ok. Ok. Ok, je ne connais pas du tout. Oh, c'est super, c'est très, oui, ça positive. Ouais, c'est un film, ouais. Il me semble que, enfin, voilà, je vais dire une bêtise. Ok. mais- Oui, et c'est On a... TN, ce n'est pas un grand I. Moi, j'ai deux recours qui sont moins. Celle-là était un petit peu plus profond et large, mais perso, des choses qui m'ont beaucoup inspiré, c'est il y a Bea Johnson qui est très mobilisée sur le zero waste, qui a vécu en France et aux États-Unis, donc qui a connu différentes cultures en face du gaspillage. Et beaucoup des principes qu'elle évoque s'appliquent à la vie personnelle comme aux vies professionnelles. Et aussi Marie Kondo. Donc Marie Kondo est plus autour de l'organisation, mais aussi le minimalisme choisi. Et dans la sobriété un peu heureuse, il y a des principes qu'on peut appliquer dans le monde du travail qui relient avec du lean. En fait, il y a une notion professionnelle de lean qui est, en gros, il faut avoir ce dont on a besoin, mais il ne faut rien d'autre de plus. Le superflu, ça ne nous sert pas vraiment. Donc, de recentrer sur les besoins. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergie là-dessus. Ça me rappelle, mais ça, c'est plus poétique et philosophique, celui qui a écrit La sobriété heureuse. J'ai lu tout ce qu'il a fait, Pierre Rabhi, qui est autour de encore simplicité volontaire, mettre l'humain au centre de tout. C'est très beau, mais ça ne va pas vous donner votre démarche de transformation d'entreprise, mais je pense qu'il y a des principes vraiment sympas. Qui peuvent inspirer. Je vais partager, c'est pas un livre que j'ai lu, mais c'est plutôt un article. D'ailleurs, j'aimerais bien lire le livre. Ça s'appelle Antidote au culte de la performance d'Olivier Hamon. Et là, ça parle. C'est ouais, j'ai vu la vidéo, franchement, ça me donne hyper envie. Et c'est un biologiste et il va notamment parler de comment, de la robustesse du vivant et comment le vivant aujourd'hui, notamment. Il parle de la photosynthèse de végétaux, du fait qu'ils consomment très peu et finalement ils sont capables de produire énormément. Et comment est-ce que nous, dans notre quotidien, dans notre vie, on va pouvoir faire de même et également à travers la coopération. C'est-à-dire, c'est pas de ne pas consommer, c'est de mieux consommer et de mieux recycler. Quelqu'un m'a fait découvrir, mais juste le mois dernier, j'ai consommé plein de ces vidéos. C'est une coach qui m'en parle et qui monte un petit peu. Parce qu'en fait, c'est changer de focus. C'est au lieu d'être focus sur performance, qui va dans un monde de ressources illimitées, ça fonctionne quand tu as ressources illimitées, à faire un shift pour une vision long terme sur la résilience et la robustesse. Et il y a plein d'exemples, des exemples en entreprise. Super intéressant. Dernière suggestion, c'est un média qui est assez récent, donc il date de 2023, c'est un média trimestriel, une revue qui s'appelle 360 Écologie. Donc c'est des gros bouquins d'à peu près, je crois qu'il y a 100 pages à chaque fois, à chaque revue, parce que c'est trimestriel, mais il y a beaucoup de ressources dedans, notamment donc, que ce soit sur les pratiques au niveau légal, la réglementation, ou alors les pratiques métiers, et des chiffres. Il y a beaucoup d'études qui sont ressorties à chaque fois. Très bien fait, très clair, beaucoup d'articles et de témoignages aussi. Je vous le recommande. Voilà, c'est Écologie 360, pardon. Écologie, ok. Je le corrigerai dans les recos. De toute façon, vous tapez l'inverse, on trouve quand même. C'est assez super intéressant. Super. L'abonnement à RSE d'Avenise. Oui. Il y a beaucoup d'articles. Je vais de temps en temps. Je ne suis pas abonnée, mais par contre, je peux recevoir juste La le liste titre et le début des articles et après on va les chercher. Ça recommence le nom RSE d'Avenise. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a beaucoup de recommandations. Je vous ferai, comme je vous l'ai dit, une compilation de toutes ces recos. Et ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir débuter maintenant sur la thématique du jour. L'idée, comme je vous le disais en introduction, c'est de voir comment suivre et valoriser votre démarche à la lumière de la VSME, donc de la norme volontaire européenne à destination des PME de mon côté, pour pouvoir débuter. D'abord, sur les opportunités. Pourquoi, en fait, en tant que PME, c'est intéressant de valoriser, de communiquer sur sa démarche RSE. Quelques peut-être poncifs, vérités générales, mais qui sont toujours intéressantes à rappeler. Premièrement, ça peut vous différencier auprès de partenaires commerciaux, du secteur privé comme du secteur public. Ça peut évidemment mobiliser en interne et en externe. Ça peut rendre fiers vos collaborateurs, votre direction. Ça peut vous permettre aussi d'accéder à plus de financement potentiellement.
Ça peut plus généralement vous donner une bonne réputation auprès de vos parties prenantes, consommateurs, banques, salariés, etc. Donc voilà, que des avantages. Ça va demander, on le verra parfois, un peu de ressources humaines et financières pour évidemment structurer ce rapport, pour aller chercher et collecter les données, pour le mettre en forme in fine. Mais compte tenu des opportunités que ça peut offrir, c'est toujours très intéressant. Quelques chiffres aussi sur une étude qui a été publiée il y a 2-3 ans, qui a été proposée par BPI France Source et PwC, sur justement le grand nombre d'entreprises qui vont désormais solliciter leurs partenaires commerciaux et leurs clients sur les questions RSE. Donc voilà, on avait environ 8 entreprises sur 10 qui étaient sollicitées par leurs clients sur les questions environnementales et sociales. C'est aussi assez intéressant, c'est une tendance qui croît ces dernières années avec, vous voyez, environ un tiers des entreprises qui sont très souvent sollicitées sur ces données. Donc, c'est aussi toujours parlant de le noter. Ça, c'est aussi assez intéressant. C'est à quel moment les entreprises sont sollicitées par leurs clients sur les sujets RSE. Au stade de l'appel d'offres, ça paraît assez logique, mais également tout au long de la relation commerciale, avec parfois des questionnaires RSE qui sont envoyés, des demandes d'informations, une collecte de données qui est faite au fil de l'eau. Voilà. Un peu moins à la fin de la relation commerciale, ça c'est aussi à noter. Mais voilà, il ne faut pas penser que la RSE, c'est uniquement au moment de l'appel d'offres, mais c'est également tout au long de la relation commerciale avec le partenaire Mais on commercial. voit que ça manque, du coup, Oui. de reboucler. Parce Mm. que on a aussi constaté que donc sur nos offres, par exemple, on arrive à dire bah, ça vaut beaucoup de temps en euros, ça dure à temps en durée, mais aussi ça vaut beaucoup de temps en impact. Bah, qu'on ne fait pas un bilan à la fin de la prestation pour dire qu'est-ce que ça nous a réellement coûté, entre guillemets. Parce qu'on fait des bilans financiers, on dit finalement ce n'était pas profitable, mais on ne fait pas le prise de recul, une sorte de débrief sur ces éléments-là. On fait des promesses tout au ces autres stades, mais je pense qu'il faut qu'on fasse plus là. Alors qu'on pourrait le faire en même temps que le bilan financier. Tout Ouais. simplement. Donc, Complètement. Pour votre information, pour ainsi dire, tous les grands comptes me l'envoient tous les ans. Tout est dans une charte au niveau RSE et ils me demandent des infos au niveau RSE. oui. Oui. Tous. Ouais, ce qui est ce qui est Ils me rigolant, demandent se de disait, dire, voilà. Et pour ainsi dire, oui, presque tous les grands comptes me le demandent. Tout à fait, oui. Sachant que pour ainsi dire, on les a tous. Ouais. Mais pour répéter, donc, faire écho ce que dit la salle, c'est en effet comment dire, le critère RSE à la fin de la relation commerciale fait défaut pour le moment, et c'est ce qui est assez clair dans ces chiffres. Donc, voilà, on pourrait en effet réfléchir à voir, au même titre qu'un bilan financier, comment faire un bilan RSE en fin de relation commerciale. Sur les thématiques justement de ces demandes, elles sont assez diverses et variées. On retrouve la gestion des déchets, la santé-sécurité, l'éthique qui va englober la corruption, les conflits d'intérêts, etc. Les relations et les conditions de travail, donc des sujets plus sociaux, et la consommation énergétique et le bilan carbone, qui est un facteur qui augmente fortement. Là, vous voyez, il y a plus 18 points de pourcentage entre 2020 et 2022. Il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent à leurs partenaires commerciaux des informations relatives au bilan carbone. C'est peut-être aussi quelque chose que vous vivez en entreprise, j'imagine. Moi, j'ai une question Oui. par rapport à ça, parce que récemment, pareil, j'ai répondu à un questionnaire RSE dans le cadre d'un appel d'offres. Enfin, c'était des questions assez délirantes et avec des demandes de preuves aussi qui étaient assez, ouais, j'ose dire délirantes, parce qu'ils vont même jusqu'à demander des comptes rendus du CSE, enfin des choses qui sont quand même, je veux dire, un peu la partie intime de l'entreprise, quoi. Enfin, et donc, ça pose aussi la question, voilà, un peu de la limite. La limite des données à De demander. l'ingérence aussi, et puis aussi la question de qu'est-ce qu'ils font de tout ça, parce que là, en l'occurrence, c'était sous-traité à un prestataire extérieur, c'était une norme. Donc, voilà, on peut se poser aussi la question de. Par exemple, là, nous, on a eu un qui nous demandait notre analyse de risque. Oui. Et j'ai dit, mais on peut vous démontrer qu'on fait l'analyse de risque. On a les preuves qu'on les fait, montrer on a identifié notre entreprise. C'est super sensible. Donc, oui, Ouais, pour rebondir là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant sur justement la limite que vos partenaires commerciaux pourraient. Quelle pourrait être la limite justement des informations qu'ils pourraient demander. Ça avait été discuté au niveau de l'Union européenne et je ne sais pas si vous vous souvenez de la session numéro 1, on avait parlé de la norme de reporting pour les PME cotées. Là, on verra la norme pour les PME non cotées, mais il y a aussi une norme pour les PME cotées. Et il y avait des discussions comme quoi les informations demandées dans cette norme
pourrait être la limite que ne pourraient pas dépasser certains partenaires commerciaux. Dit autrement, vos partenaires commerciaux ne pourraient pas vous demander plus que ce qu'il y a dans cette norme. Ça avait été discuté. Je ne sais pas si ça a été acté, in fine. Mais ça pourrait être justement intéressant parce que ça pourrait vous dire... Enfin, ça pourrait être aussi une preuve pour vous et une limite à poser. On a le droit de vous dire non. Exactement. À ce point, parce Exactement. que ça crée un cadre. De toute manière, on a toujours le droit, là, il n'y a rien qui nous empêche de dire non à un partage. Sauf Voilà. que derrière, il y a le contrat commercial. Non. Oui, c'est là où il y a les négociations. Je suis d'accord, mais en prenant ce cadre-là, si c'est pas déterminé, s'il n'y a pas une détermination claire dans le contrat, dans la relation commerciale, de partager telle ou telle information, on peut tout à fait dire non, bah non, excusez-moi, là, vous allez beaucoup trop loin, c'est confidentiel, on peut vous le prouver autrement, mais pas vous partager le document qui a été fait, ou voilà. Et ça, normalement, c'est toujours compris, mais c'est vrai que sur certains questions, je suis d'accord, ils ont peut-être un peu trop loin. Notamment sur en fait, des filiales qui appartiennent à des groupes plutôt américains. Oui. Là, on a dit qu'ils ont l'information. Et puis c'est pas les mêmes législations aussi. Ouais, c'est pas la même façon d'aborder les choses. Donc rien que cette frontière, c'est à identifier et à expliquer. Mais ça nous pousse à régulièrement se dire est-ce qu'on arrivera à avoir la preuve de quelque chose? Oui. Là, par exemple, tu vas avoir un comité autour du sujet de gestion de risque. Il faut qu'on a quelque part dans un document officiel public, qu'on peut rendre public, quelque chose qui démontre qu'on a fait X trucs, on a sorti tel et tel livrable. Au moins, c'est écrit quelque part et on peut... Oui. Mais c'est vrai qu'il y a cette question en effet des données qui est primordiale. On verra justement dans les mois à venir s'il y a une limite qui est fixée. Je pense que c'est une demande fréquente des PME. Où vont ces documents, c'est ça aussi, c'est derrière. L'utilisation, en effet. Quand tu passes par une plateforme, voilà, c'est pas quoi. C'est un vrai sujet, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va bien parler donc, voilà, de la norme volontaire de durabilité pour les PME non cotées, pas pour les PME cotées. C'est une norme, donc, comme je disais en introduction, qui a été publiée très récemment, en décembre 2024, et qui vise à, premièrement, permettre aux TPE, PME d'avoir un cadre justement de reporting, de communication de données RSE, pour satisfaire, on le disait à l'instant, les besoins de données et d'information des grandes entreprises notamment, pour également satisfaire les besoins d'information des investisseurs, des consommateurs, plus globalement des parties prenantes, pour leur permettre aussi d'améliorer leur compréhension et leur gestion des questions de développement durable, de RSE. Et l'objectif macro au niveau de l'Union européenne, c'est contribuer à une économie plus durable, plus inclusive, évidemment. Voilà, décembre 2024, c'est tout récent. Pour information, il y avait eu un draft qui a été publié en 2023, qui avait été soumis justement à avis à plusieurs parties prenantes. Et donc, en résulte ce document finalisé. Donc, ce qu'il faut savoir sur la VSME, c'est qu'il y a deux modules, en fait, deux possibilités de reporting. Il y a un module de base qui va être vraiment celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, qui vise notamment les TPE ou les petites PME, et qui, en fait, va fournir un cadre standardisé d'informations et d'indicateurs de base à fournir. Et un module plus complet qui vise notamment les grosses PME, et qui va en fait fournir des informations plus précises, qui va aussi englober une notion de double matérialité qu'il n'y a pas dans le module de base, et donc voilà, qui demande plus de ressources humaines et financières, plus de compétences, mais qui peut être un cadre aussi intéressant pour des PME entre 150 et 250 salariés, donc non soumises à la CSRD, mais qui souhaitent avoir un rapport assez robuste sur ces informations. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le module de base et je vais vous donner en fait la structure que pourrait prendre un rapport RSE avec une conformité vis-à-vis de cette norme. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir un rapport RSE qui s'aligne sur le module complet, je vous donnerai évidemment le lien du document pour le faire. Sur le module de base, ce qu'il faut faire, donc là, c'est vraiment toutes les informations qui vous seront demandées si vous souhaitez structurer un rapport RSE sur cette norme. C'est premièrement d'indiquer quelle option vous avez choisie. Ça paraît assez logique. C'est expliquer si vous souhaitez communiquer sur option A, uniquement le module de base, ou sur option B, le module de base et le module complet. À savoir que si vous souhaitez communiquer sur le module complet, il faudra également inclure les informations du module de base. Il faut donc indiquer également si vous reportez, si vous communiquez des données
sur une base individuelle, donc uniquement à l'échelle de votre entreprise, ou sur une base consolidée en intégrant, par exemple, des informations de vos filiales. Ensuite, vous devez indiquer, c'est assez classique également, votre forme juridique, le code de classification sectorielle NAS, donc c'est européen, la taille et le bilan de votre entreprise en euros, la taille du bilan, excusez-moi, et du chiffre d'affaires en euros, le nombre de salariés en effectif ou en équivalent temps plein, le pays principal d'activité de votre entreprise et ses localisations multiples et variées. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette partie introductive d'information générale, vous pouvez indiquer si vous avez obtenu une certification ou un label en matière de RSE et en fournir une brève description. Donc, c'est aussi intéressant de voir que ça a été valorisé dans cette norme. Des informations générales que vous avez généralement déjà à disposition et qui sont attendues en introduction du rapport. Sur cette partie introductive, toujours, on vous demande d'expliquer plusieurs choses que sont les pratiques, les politiques et les initiatives futures que vous allez mettre en place en matière de RSE. Donc, sur les pratiques, on va vous demander d'expliquer en fait les actions que vous avez mises en place. On a quelques exemples qui s'affichent. Par exemple, les efforts, les actions qui visent à réduire la consommation d'eau, d'électricité, les émissions de gaz à effet de serre, améliorer les conditions de travail, etc. Voilà, un ensemble d'actions que vous mettez déjà en place. Sur les politiques, c'est l'ensemble des chartes qu'on avait vues, des déclarations d'engagement qui sont formalisées, qu'elles soient publiques ou privées. Vous pouvez justement expliquer que vous avez mis en place ces documents. Et enfin, les initiatives futures. L'idée, c'est d'expliquer ce que vous allez mettre en place dans les années à venir, quelles sont justement les actions, les investissements que vous avez prévus sur ces sujets de RSE. Et enfin, expliquer les objectifs. Donc ça, c'est aussi assez simple. On l'a déjà vu, simple, je ne sais pas, mais en tout cas assez lisible. On l'a déjà vu en session 2. Expliquer, par exemple, vos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, de conditions de travail, etc. Donc là, c'est encore une fois la partie introductive. C'est du narratif. Ça demande surtout de rédiger, d'expliquer. Ça peut prendre plus ou moins de place. Et ça a vraiment vocation à expliquer de façon narrative l'état des lieux de votre entreprise aujourd'hui et ses actions futures. Donc, vous voyez, ce qu'on vous demande d'un point de vue narratif est au final assez court. Ça peut prendre 1, 2, 3 pages. Et on va ensuite directement passer aux indicateurs qui vont permettre aux parties prenantes d'avoir une information objectivée ou en tout cas standardisée et qui leur permettront justement de comparer les entreprises entre elles. Sur les indicateurs environnementaux, qui sont donc des indicateurs qui pourraient également vous servir. Alors, pourquoi ça ne fonctionne plus en tant que base de reporting? Si mon écran veut bien fonctionner. Hop, alors, on va revenir ici, parfait. Donc, sur les indicateurs environnementaux, vous allez voir qu'il y a environ une dizaine d'indicateurs qui sont demandés, qui sont des indicateurs généralement que vos entreprises ont déjà à disposition et qui sont donc ici demandés par la VSM. Premièrement, on va vous demander votre consommation totale d'énergie en mégawattheure. Et en fait, on va vous demander de l'indiquer, de la présenter, de la communiquer avec un tableau qui est standardisé que vous voyez à l'écran. Donc, on va vous demander votre consommation en mégawattheure d'énergie renouvelable et non renouvelable, ventilée en fonction de sa source, donc soit électrique, soit combustible, avec des totaux évidemment qui vous sont demandés. Ça, c'est généralement des indications que vous avez déjà. On va également vous demander vos émissions de gaz à effet de serre avec la norme GHG protocole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on demande uniquement le scope 1 et 2. Le scope 3 n'est pas demandé. Voilà, c'est aussi à noter. Donc, si vous avez uniquement le scope 1 et 2, vous pouvez reporter sous cette norme VSMO. Et on va vous demander également l'intensité de vos émissions. Donc, c'est assez simple à calculer. C'est les émissions de gaz à effet de serre divisées par le chiffre d'affaires. Donc, sur le volet énergie et émissions de gaz à effet de serre, ce sont les 3 indicateurs qu'on vous demande, en fait. Ce qui est justement les informations que vous avez déjà à disposition. Sur le volet pollution et biodiversité, on va vous demander d'autres informations. Sur le volet pollution de l'air, de l'eau et des sols, en fait, ça va dépendre des pays et des réglementations nationales. Si dans les pays dans lesquels vous opérez, c'est une obligation de communiquer vos polluants, la VSME vous demande justement de les communiquer. Ça peut être soit dans le cadre d'un encart dédié, soit beaucoup plus simple, un URL qui renvoie vers justement la communication publique que vous faites des c'est très succinct sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols. C'est une information qui est demandée. Sur la biodiversité, ça va être d'indiquer le nombre et la superficie en hectares des sites que vous possédez, que vous louez ou que vous gérez à l'intérieur ou à proximité de zones sensibles du point de vue de la biodiversité. Ça, c'est défini dans les documents européens, donc je vous enverrai également le glossaire, en fait, pour bien comprendre ce qu'on attend
et ce qu'on entend par zone sensible. Donc voilà, on vous demande un indicateur de nombre et de superficie. Et on vous demande également si vous pouvez de publier des informations relatives à l'utilisation des terres. Donc c'est l'utilisation totale de terre en hectares, la surface totale imperméabilisée, la surface totale orientée vers la nature, sur le site, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté, vers la nature, point. Et la source totale orientée vers la nature, ok, en dehors des sites, très bien. Donc là, c'est des informations qui sont peut-être un peu plus difficiles à trouver ou moins pertinentes par rapport à votre secteur d'activité, mais ça va être notamment intéressant si vous avez une entreprise industrielle, par exemple, et que vous avez construit des usines à certains endroits, ça peut être des données qui pourraient être pertinentes. Donc c'est peut-être la partie biodiversité, la partie sur laquelle les entreprises sont pour le moment les moins matures et sur lesquelles ils pourraient justement avoir nécessité d'aller chercher des données que vous n'avez pas encore en main. Sur la partie eau, c'est aussi très simple à aller chercher. C'est le prélèvement total d'eau. Et il y a la définition qui est indiquée juste derrière, c'est la quantité d'eau prélevée dans les limites de l'organisation, c'est-à-dire par l'entreprise. Et voilà, donc vous avez directement les données généralement d'entreprise. Et deuxième indicateur qui peut vous être demandé, sur lequel vous pouvez communiquer, c'est la consommation d'eau. C'est légèrement différent de l'indicateur prélèvement de l'eau. C'est en fait la différence entre les prélèvements de l'eau et les rejets de l'eau de l'entreprise. C'est notamment pertinent dans les entreprises industrielles, ça l'est un peu moins dans les entreprises de services. Voilà, quelques indicateurs aussi assez succincts pour l'eau et des indicateurs désormais sur les ressources et l'économie circulaire et la gestion des déchets. On va avoir là une partie plus narrative. On va vous demander en fait d'expliquer si vous mettez en place les principes de l'économie circulaire dans votre entreprise. Donc là, c'est du narratif, c'est une explication justement de ce que vous mettez en place. Et vous pouvez également publier la production annuelle totale de déchets, le total annuel de déchets qui sont orientés vers le recyclage ou la réutilisation. Ça, c'est des indicateurs qui montent de plus en plus et qui peuvent être particulièrement intéressants pour vos marchés publics, si vous en avez. Et également, si vous opérez dans un secteur qui utilise des flux de matière importants, donc, encore une fois, notamment dans le secteur industriel, le flux annuel de masse et de matière utilisé. Ça, c'est surtout vrai pour le secteur industriel, ça l'est un peu moins pour le secteur des services, évidemment. Juste une question Oui. pour la différence entre prélèvement et consommation. Là, dans le guide, c'est écrit comment on peut, notamment pour l'entreprise tertiaire, identifier le prélèvement d'eau total. Oui, prélèvement d'eau, ça va être très simple de mémoire. C'est juste aller voir la facture en fait de consommation d'eau dans l'année. Ça va pas être plus compliqué. Donc c'est pareil que la consommation. Donc c'est pas la différence avec la consommation, si pour le prélèvement on regarde la consommation. Alors la consommation d'eau, c'est encore une fois une définition très bien pensée de l'EFRAG. En fait, la consommation, c'est la différence entre les prélèvements. Donc ce que vous avez consommé, c'est surtout vrai pour des entreprises industrielles, et les rejets que vous avez faits. Vous êtes une entreprise industrielle qui, je ne sais pas moi, produisait des aliments. Vous allez utiliser de l'eau, en prélever, Oui, vous allez en rejeter. Tout à fait, par exemple. Ouais. A priori, vous n'avez pas de rejet. Oui. Oui, tout à fait. Bah, je pense qu'en fait, on n'a pas une différence sur les factures parce que justement, on n'a pas une activité industrielle. Par contre, peut-être que les industriels, eux, ont plus de détails justement sur, ou un reporting un peu plus détaillé sur ça. On a une question dans le chat, donc quid de l'utilisation de l'eau captée, pluie? Bonne question. Je pense que l'EFRAG doit donner certainement plus de niveau de détail, mais c'est peut-être là justement où la différence entre prélèvement et consommation va être pertinente. Donc voilà, toujours sur les indicateurs environnementaux, vous verrez que ce sont les plus nombreux. On aura beaucoup moins d'indicateurs sociaux et de gouvernance. On va passer aux indicateurs sociaux d'ailleurs. On va vous demander, c'est des informations normalement que vous avez déjà en main, justement de publier des caractéristiques sur vos salariés, sur vos effectifs. On parle bien d'effectifs salariés à l'intérieur de votre entreprise. On ne parle pas de main-d'œuvre comme on en parle dans la CSRD de sous-traitants ou de filiales. Là, c'est vraiment les salariés qui composent votre entreprise. Donc, on va vous demander justement le nombre de salariés en effectif ou en ETP, selon le type de contrat, temporaire ou permanent, selon le sexe et selon le pays de contrat de travail. Trois types d'informations que vous avez normalement déjà en main.
Et petit indicateur supplémentaire pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés, c'est le turnover, donc le taux de rotation du personnel pour la période de référence. Sur le volet santé et sécurité, on va vous demander le nombre et le taux d'accidents du travail. Donc, encore une fois, les méthodologies de calcul sont publiées par les FRAG et le nombre de décès résultant d'accidents du travail et de problèmes de santé liés au travail. Donc, voilà, 2 indicateurs aussi que normalement vous avez déjà en main. On va vous demander également sur le volet rémunération, négociation collective et formation. La rémunération, là c'est un indicateur assez intéressant, je trouve, et pas forcément commun. On va vous demander en fait si vos salariés perçoivent une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum applicable dans le pays dans lequel vous exercez. Donc en fait, grosso modo, on va vous demander si vos salariés sont rémunérés au SMIC ou sur un montant supérieur. Voilà, c'est a priori une information que vous avez également et a priori une information sur laquelle vous allez pouvoir bien répondre, ou en tout cas on l'espère, voilà, déterminée par rapport à la loi nationale sur les différentes activités dans plusieurs pays. On va vous demander également l'écart de rémunération entre les salariés féminins et masculins, avec voilà, une petite indication supplémentaire. Si votre entreprise a un effectif inférieur à 150 salariés, ce n'est pas une information qui est demandée dans ce module de la VSM. Elle sera demandée un peu plus tard. On va vous demander aussi le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives. Donc, en France, encore une fois, c'est une donnée qui normalement est assez connue. Et le nombre d'heures de formation en moyenne annuelle par employé, ventilé par sexe. Ventilé par sexe. Oui, tout à fait. Ventilé par sexe, c'est vrai qu'on demande généralement uniquement la moyenne du nombre d'heures de formation. Et on demande une indication supplémentaire. Donc voilà, très peu d'indicateurs pour les volets sociaux, moins d'une dizaine. Et vous verrez que pour le volet de gouvernance, ça va être extrêmement rapide. En fait, on va demander seulement 2 indicateurs, 2 informations. Et a priori, vous aurez à répondre 0. En tout cas, je l'espère pour vous. C'est le nombre de condamnations et le montant total des amendes encourues pour violation de lois anticorruption et anti-pot dans les pays de référence. A priori, je l'espère pour vous, encore une fois, si tout va bien, ce sera 0. Et vous voyez, il y a une seule information qui est demandée dans ce module de base sur la gouvernance. C'est à noter. Oui, c'est marrant parce que moi, dans le questionnaire que je fais des références, il y avait un peu tout le type de questions un peu détaillées. Donc, ça doit être une du complet. Et sur la gouvernance, il y a quand même des choses sur la parité au niveau du comité. Comme ça, quoi. Donc, c'est marrant que là, Oui, tout à fait. C'est vrai que généralement, dans pas mal de questions de reporting, on va retrouver justement une ventilation. On va demander à l'entreprise une ventilation de son conseil d'administration en fonction du sexe, des origines sociales, etc. Et c'est en effet un choix qui a été fait de ne pas demander ces informations. j'imagine que c'est une information complète, ça. Possiblement, possiblement. Oui. Tous ces indicateurs me font quand même penser au questionnaire de la COP. Tout à fait. Il y a un flash. Tout à fait. En même temps, ça paraît... Oui, ça paraît logique, mais on peut donc aussi s'aider, tout en remplissant la COP, s'aider de ce document pour les PME qui sont concernés, qui veulent remplir ça. C'était une demande des acteurs au niveau européen et même au niveau international de faire converger les différentes normes de reporting au niveau de la COP, du Pacte mondial, de la VSME, les FRAG, mais aussi de l'ISSB au niveau international, etc. Vous verrez que de plus en plus, et il y a aussi un travail aussi, au niveau des COBADIS pour faire aussi converger ces indicateurs. Au niveau du label engagé RSE de l'AFNOR, au niveau de plein de labels. C'est un cercle normalement vertueux. On l'espère. Et en fait, le grand enjeu, on le disait un peu tout à l'heure, c'est de simplifier la vie des PME. Si on leur demande des informations pertinentes, il faut que ça soit fait une fois. Il ne faut pas qu'il y ait des petites variations sur les définitions, les méthodes de calcul. Ça fait perdre du temps à tout le monde et ça bénéficie à personne. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple d'Ecovadis, c'est que donc, ça, je pense qu'ils sont parce qu'il y a des questions là-dedans. En France, tu ne peux pas poser où ils disent quel pourcentage de directeurs sont d'origine chinoise versus. Mais en France, on ne suit pas ça. Et exprès, on ne suit pas ça. On n'a pas le stade parce que des gens, ils sont traités vraiment égaux. Donc, parfois, je ne suis pas très à l'aise avec les différences et les attentes culturelles. Parce que même j'ai réagi tout à l'heure là, sur le sexe, sur les formations. Certes, à la formation au niveau de l'éducation, mais il y a d'autres choses où on n'a
pas l'information, on ne va pas le demander. S'ils pratiquent des religions, quelle était la race de leurs parents, enfin, je ne sais pas. On n'a pas le droit de le demander, tout simplement, en France. Oui, Donc, ouais, j'espère qu'il y aura un alignement parce que ça donne l'impression qu'on ne fait pas bien des choses parce qu'il y a des choses où on dit on ne suit pas et on ne dit pas, alors que c'est. absolument. C'est vrai qu'il y a certaines informations en France qui sont demandées parfois dans des cadres de reporting internationaux qui sont totalement illégales en France. Typiquement, sur l'origine ethnique de la personne, c'est illégal en France de le faire. Et c'est vrai que nous, typiquement dans la COP, on a une case non applicable. Donc on a demandé justement pour prendre en compte cette spécificité française. Bah, mais comme on dit, c'est français. C'est français. C'est français, oui, tout à fait. C'est ça le truc, c'est français, mais c'est tellement, c'est devenu international et ça a pris énormément d'ampleur. Après, je suis d'accord avec toi, Alessia, mais c'est vrai que Ecovadis, en fait, il piège, c'est que ça donne cette impression de je le fais pas, donc je le fais mal. Alors que pas du tout. La complexité de ce questionnaire, certes, c'est long de cette évaluation, c'est que c'est un peu, c'est pas dit de la même manière, mais si c'est pas applicable, c'est pas applicable et faut pas hésiter à le dire. On peut le mettre. Faut pas hésiter à le dire. Et ça, faut pas hésiter parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on dit, mais ça, je sais pas, quoi, c'est pas possible, quoi, ça ne correspond pas et de toute manière, on va pas le demander, c'est une forme de respect, c'est juste automatique, ça devrait être automatique. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, ça peut porter un peu, c'est un peu accusateur parfois, mais et il explique, hein, si vous allez à des événements Ecovadis, et je vous conseille d'aller les rencontrer, quand on pose des questions, ils vous répondent comme ça, ils disent, mais non, mais si vous n'avez pas l'information, ou si c'est pas appliqué à vous, n'hésitez pas à le dire, en fait. Voilà, faut juste être transparent au maximum et l'expliquer. C'est vrai que c'est une très bonne remarque que tu dis. Il ne faut pas oublier que toutes ces informations, elles ont vocation à être utiles a priori, et donc elles ont vocation à être utilisées par des partenaires commerciaux, par des banques. L'idée derrière, c'est pas comment dire, de complexifier la vie des PME ou des entreprises. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup de retours de PME qui me disent on a 5 questionnaires à remplir par semaine, un peu comme tu le disais tout à l'heure, on ne sait pas où va l'information, ça ne nous est pas forcément utile, et c'est terrible d'entendre ça. Je veux dire, ces informations sont là pour permettre à l'entreprise de se transformer, pour permettre à l'entreprise de valoriser sa démarche, et c'est assez terrible d'entendre. C'est parce que c'est pas forcément donné dans ce sens-là. C'est pas forcément envoyé en disant oui, c'est plutôt envoyé dans le sens oui, il faudrait que vous répondiez à ce questionnaire. Ça subit, quoi. Voilà. Alors que c'est pas du tout le but. Comme ça se multiplie, on a vraiment l'impression de subir les choses, alors que ça devrait être un. Et du coup, nous, en tant que chargé RSE, responsable RSE, etc., bah, notre direction, en fait, on doit convaincre la direction comme quoi c'est juste pour que ça soit bénéfique et utile et pas que ça nous soit imposé. Voilà, c'est ça. Donc, beaucoup de directions aujourd'hui perçoivent ça, notamment les directions dans les PME qui ne sont pas forcément tout de suite très à l'aise avec ces réglementations-là et ces demandes. Voilà. Voilà. Absolument pas, attention. Donc voilà, pour la VSME, vous voyez que c'est extrêmement rapide. En fait, on a eu en tout et pour tout une vingtaine d'indicateurs, une demande donc d'explication narrative en introduction. Vous verrez la norme, je vous l'enverrai. La norme de base, le module de base tient sur 3 pages. C'est extrêmement court. Le module complet prend une dizaine de pages, il est un peu plus long parce qu'il y a cette notion de double matérialité. Mais si vous souhaitez reporter sur ce module de base, c'est assez facile à faire. C'est des informations dont vous disposez généralement déjà. Et donc voilà. Et donc, vous nous conseillez vraiment d'aller sur cette voie-là, de vraiment s'inscrire dans les indicateurs. Moi, des échos que j'en ai eu, il y a beaucoup d'entreprises et des fédérations de professionnels qui vont s'appuyer sur cette norme-là pour structurer leur carte de reporting, qui vont inciter leurs grands donneurs d'ordre à s'appuyer sur cette VSME. Donc, moi, je vous incite en effet à le faire. En complément de la COP, on disait, c'est à peu près les mêmes informations qui sont demandées. Donc oui, tout à fait. En espérant aussi que les acteurs, labellisateurs, évaluateurs, certificateurs, vont faire converger leur tête de reporting vers cette norme. Je la trouve assez bien faite. C'est des informations qui sont assez pertinentes, qui ne complexifient pas en effet la vie des PME, qui permettent d'avoir justement la possibilité de faire aussi un tableau de bord sur des sujets prioritaires avec des informations pertinentes. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas demander à des PME de suivre 300 000 indicateurs différents. Ouais, une recommandation que je peux vous donner en effet.
Juste pour mieux comprendre, du coup, la norme, elle apporte comment? Il y a un audit qui est fait pour Alors, avoir très bonne question. Sur l'audit, ça n'est pas spécifié dans le module de base, ouais. mais la recommandation que je vous donne, c'est d'en faire un si vous en avez les moyens et la possibilité. En fait, une information auditée a plus de valeur qu'une information qui ne l'est pas auprès des parties prenantes. Cadre de la norme VSME, sans Oui. forcément avoir d'audit. La VSME ne vous oblige pas de faire un audit, D'accord. mais vous C'est pouvez tout à fait la volontaire. faire auditer, D'accord, ok. si vous le souhaitez. Et du point de vue des parties prenantes, une information auditée a Oui, plus de bien valeur, sûr. évidemment. Ok. Merci. Et l'audit, vous conseillez de le faire par Je pense encore une fois en fonction de vos moyens. C'est vrai que c'est un coût et on en a tout à fait conscience. Ce qui peut être intéressant, c'est justement si vous avez la possibilité de faire un audit. Je sais pas, ça peut être aligné annuellement. C'est vrai que pour une PME, ça peut paraître beaucoup. Après, il faudrait voir aussi ouais, comment dire, les montants qui vous sont demandés pour ce type d'audit. C'est vrai que je n'ai pas forcément Bah, en tête. déjà, déjà au niveau de la CSRD, Oui, bon, ça c'est. ça, non mais je vous explique, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les actualités à ce niveau-là. Moi, je les suis parce qu'on est soumis à la Ouais. CSRD. Déjà, il y a beaucoup de débats autour de ça, notamment il y a des articles qui sont sortis sur les cabinets d'audit Mhm. qui, pour la première vague d'entreprises qui sont soumises, ont profité un petit peu de ça pour gonfler leur prix. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc, il faut faire très très attention, mais la Commission européenne va essayer de recadrer tout ça Mhm. pour fixer une limite un peu des budgets, voilà, Ouais. une grille budgétaire, parce que comme c'est secteurs. voilà, c'est une nouvelle réglementation, c'est un nouveau marché pour tous les Exactement. cabinets d'accompagnement et d'audit, donc ils ont pour la première vague gonflé leur prix, donc il faut faire très 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 attention. Donc, déjà, j'ai eu des devis, moi, à 10 000 et à 100 000 euros. Wow. Oui, Ah, je me ouais, suis c'est dit, 100 000. qu'est-ce qui change? Ouais. Oui. Comment? Il y en a beaucoup, c'est 100 000 Ah, pour mais les grands comptes, c'est choquant. minimum 100 000. Les ressources qu'on a, c'est entre 100 000 et 200 000. Bah, Je suis en plein benchmark là sur la CSRD pour l'accompagnement et j'ai vu des choses. Ah, Bah, c'est, on reste une PME. non, c'est pas Mm. On reste une PME, on ne respecte pas le premier critère des collaborateurs, mais par contre, on est sur les deux autres critères. Donc, c'est pour ça oui, qu'on oui, est, c'est vrai. on est là-dessus. Et c'est vrai que c'est très déroutant. Mm. C'est très déroutant. Mm. Et j'ai même pas commencé à regarder pour les audits pour Mm. l'instant. Donc, Mm. Non, bon. c'est sûr. Et voilà, en fait, peut-être pour revenir sur la VSME, il ne faut pas que l'audit soit bloquant. Si vous souhaitez le faire de façon volontaire, sans audit, c'est déjà très bien. Et ça peut permettre aussi de structurer, de rédiger un premier rapport. Après, peut-être demander, parce que je sais que ce sont les commissaires aux comptes, rien que pour la CSRD, mais comme là, c'est une simplification de la CSRD, entre guillemets, pour les PME. Peut-être essayer de s'arranger avec les commissaires aux comptes qui, si c'est, par exemple, dans mon cas, notre commissaire aux comptes a été formé calculaire. Mm. Donc, si c'est juste prendre la démarche cette démarche volontaire, peut-être s'arranger avec eux pour vérifier ça, pour faire un audit, mais pas forcément, comment dire, ajouter financièrement à leurs prestations qui peuvent venir. Si ça prend pas longtemps, Mm. peut-être s'arranger sur ça, Ouais. puisque c'est une démarche volontaire, je trouve que ce serait quand Mm. même plus logique et il y aurait peut-être possibilité de négocier, pourquoi pas, échanger là-dessus. Non, Voilà. ça peut être intéressant, oui, tout à fait. Mais preneur de vos retours d'expérience, si justement à l'avenir vous souhaitez faire auditer ces rapports, d'avoir une fourchette financière, ça pourrait être utile. N'hésitez pas à m'écrire si vous le faites à l'occasion. Donc là, on était vraiment sur l'élaboration de la RSE, donc avec les informations qui sont demandées dans le cadre de la VSME. En parallèle de ce rapport qui a vocation à être public, en interne, ce qui peut être recommandé, c'est d'avoir un tableau de bord avec justement ces indicateurs que vous pourrez suivre, avec vos objectifs que vous avez fixés. C'est aussi un conseil de bon sens sur les indicateurs que vous pouvez suivre. Évidemment, la VSME, si vous choisissez de reporter dans ce cadre-là, il y a aussi d'autres sources qui peuvent vous aider. La COP du Pacte mondial, on en parlait à l'instant. Également la Global Reporting Initiative, qui est un cadre de reporting qui est aussi très reconnu, qui a une vingtaine d'années, je crois, et qui offre aussi la grande force de ce cadre, je trouve, un niveau de détail sur les méthodes de calcul très appréciable.
et c'est gratuit en plus, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Je vous ai remis, vous le verrez dans la présentation, quelques exemples d'indicateurs avec à chaque fois ceux qui sont demandés, notamment dans la VSME et d'autres exemples. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir des indicateurs de pilotage. Vous avez votre rapport de reporting avec des indicateurs qui vous sont demandés dans le cadre d'une communication publique. Il y a parfois des indicateurs qui vous sont très utiles pour vous en pilotage interne, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt dans le cadre d'une communication. Mais vraiment, n'hésitez pas à l'intégrer tout de même dans un rapport, dans un tableau de bord, évidemment. Oui. La dernière. Et les services, c'est du digital. Donc, on n'a que les bureaux où des gens vivent, ils manger l'après-midi, ils ont ajouté. Donc, on fait le prix. Donc, on a des informations sur les kilogrammes en recyclables, en verre, en papier et aussi non valorisés. Le plastique à usage unique, c'est la part du recyclable qui était du plastique, c'est la part du non valorisable qui était du plastique. Comment on peut savoir? Ça veut dire quoi et comment on peut savoir? Là, c'est un indicateur de la COP, le plastique à usage unique. Ouais. Et moi, la façon, en tout cas, la recommandation que je vous donnerais, c'est vraiment de choisir cet indicateur si c'est pertinent pour votre activité. Okay. Il a plutôt vocation à être pertinent pour des activités industrielles, je pense. Okay. Mais c'est sûr que s'il y a une dizaine de kilos de plastique récoltés chaque année ou utilisés chaque année, je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'indicateur le plus pertinent. C'est surtout que je ne comprenais pas si c'était plastique en soi ou si on différencie ce qui était valorisé, non valorisé. Alors là, je pense que c'est la consommation, l'utilisation de plastique, mais on peut en effet avoir un indicateur comment dire, plus précis avec cette distinction-là. Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner quelques exemples pour vous inspirer, mais typiquement, une entreprise dont l'activité serait, je sais pas moi, la production de plastique à usage unique, là, ce serait intéressant d'avoir des indicateurs plus spécifiques, plus précis sur ce sujet, tout à fait. Ok, c'est juste des exemples, ça ne veut pas dire des exemples. exemples. Ah non, c'est vraiment des exemples. Ne les prenez pas. Non. Je ne saurais pas le faire, en fait. Non, c'est vraiment des exemples d'indicateurs de pilotage qui peuvent vous être utiles. Voilà. Donc, sur les indicateurs sociaux, vous les retrouverez également. Et sur les indicateurs de gouvernance, de conduite des affaires, j'en ai mis quelques autres, parce que c'est vrai que l'indicateur de la VSME est quand même assez peu, enfin, comment dire, j'espère que vous n'aurez pas à avoir une condamnation ou une amende sur ce sujet. Voilà, il y a d'autres indicateurs qui peuvent être utiles sur le pourcentage de salariés formés sur ces sujets, sur des alertes reçues aussi sur cette thématique, si vous en avez, qui peuvent vous permettre de suivre vos démarches. Juste petit rappel, une fois qu'on a sélectionné un indicateur pertinent pour son pilotage, on doit en définir sa base de référence, soit l'indicateur à un moment donné, ça peut être une année de référence, soit sur une période particulière donnée, pour lisser en fait les éventuels effets à court terme, type Covid. Ça peut aussi être important, parce que si on prend une base de référence sur une période qui est biaisée, on aura aussi une visibilité qui fera défaut. Donc, je vous avais déjà donné en session 2 un petit exemple de tableau de bord, mais c'est très simple. Vous mettez les thématiques qui vous concernent au niveau de la matérialité, donc les thématiques les plus importantes pour vous, l'indicateur que vous avez sélectionné, la base de référence. Vous pouvez essayer de vous fixer des objectifs, et évidemment la date de l'objectif. Voilà, ça peut être très simple, un tableau Excel, pas besoin non plus d'investir des dizaines de milliers d'euros dans des logiciels de suivi pour ce faire. Petit tableau Excel. Sur les recommandations aussi, l'idée, c'est d'en faire donc, soit un suivi annuel, soit pluriannuel si c'est pertinent, et d'essayer aussi d'avoir en ligne de mire votre objectif. Si vous voyez que vous êtes un peu lent sur l'évolution et sur vos progrès, de voir s'il n'y a pas de nouvelles actions à mettre en place ou de réfléchir, est-ce que mon objectif est trop ambitieux? Voilà, c'est vraiment des indicateurs de pilotage qui vous servent à piloter votre démarche RSE. Sur l'aspect valorisation, il y a évidemment la question des labels, des certifications et des évaluations RSE. Donc, je vais prendre quelques minutes pour expliquer les différences entre ces différents termes, parce que, comme je le disais, il y a une vraie confusion qui existe. Premièrement, la certification, c'est très codifié. C'est une démarche par laquelle un organisme agréé et indépendant va donner l'assurance qu'un produit, qu'un service ou qu'un système est conforme à certaines exigences. Donc, les certifications les plus connues sont les normes ISO. Petit moyen mémotechnique d'ailleurs qui est peu connu. Si une norme ISO termine par 1, c'est qu'elle est certifiable. Si elle termine par 0, c'est qu'elle ne l'est pas. Typiquement, l'ISO 26000 n'est pas certifiable. Ce sont des lignes directrices. Donc on ne peut pas être certifié ISO 26000, mais on peut être certifié ISO 14001 par exemple. Donc on a deux connus sur nos sujets, l'ISO 14001 sur donc les questions environnementales et la 50001 sur les questions énergétiques en entreprise.
voilà, ce sont des cadres qui sont très utilisés par les entreprises. Et rappel, c'est bien un organisme agréé et indépendant qui va vérifier que votre entreprise coche certaines cases, certaines exigences. Sur la labellisation, c'est assez différent d'une certification. Et la difficulté au niveau des labels, c'est qu'il y en a de plusieurs types, de plusieurs niveaux d'exigence. La plateforme RSE a essayé de définir ce qu'est un label RSE. Voilà, la définition qui a été proposée, c'est un dispositif d'évaluation qui permet la reconnaissance des politiques et des pratiques d'une entreprise ou des résultats obtenus au regard d'un référentiel prenant en compte des critères RSE. Donc, une grande définition. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre labellisation et certification, parce que les processus de labellisation sont nombreux, comme je le disais. Ça va être l'auto-évaluation, avec l'audit sur site, et ça n'implique pas forcément une vérification par un organisme tiers et indépendant. C'est ça qu'il faut retenir. La certification l'implique forcément, la labellisation, pas forcément. Il y a beaucoup plus de démarches. La labellisation, c'est plus souple qu'une certification. Il y a des labels extrêmement robustes, on le verra, mais il y a aussi des labels qui le sont beaucoup moins, qui impliquent peu d'exigences. C'est à retenir. Quelques exemples de labels et quelques catégories de labels, justement, je vous enverrai. Il y a la plateforme RSE qui a fait un très bon travail de catégorisation de ces dispositifs. On a des labels généralistes qui vont s'adresser à tout type d'entreprise ou d'organisation sur les sujets RSE, donc sur tous les volets de la RSE, environnement, social, gouvernance. De labels très connus, le label Lucie 26 000, le label engagé RSE 26 000 de l'AFNOR. On a des labels thématiques qui vont se concentrer sur un enjeu spécifique de la RSE, sur l'égalité homme-femme, sur les relations commerciales, par exemple. Du coup, Oui, le label RSE ISO 26000, il s'appuie sur... tout à fait. Oui, oui. Du coup, c'est le label qui s'appuie sur la certification. Tout à fait. C'est le label qui s'appuie sur la norme ISO 26000. Donc, la norme Ok. ISO 26000 sont des lignes directrices et le label de l'AFNOR ou de l'agence Lucie se sont appuyés sur ce référentiel pour en faire un label. Ok. On a des labels sectoriels donc, qui, comme leur nom l'indique, vont être pertinents pour des secteurs particuliers. On a le label RSE de l'UNICEM pour le secteur des minerais, des carrières, le label RSE proprement engagé pour le secteur de la propreté, par exemple. Territoriaux qui vont se concentrer sur un espace géographique limité. Par exemple, le label RSE ISO, et le label Bretagne RSE 26000 ou le label Lyon Ville équitable et durable. Donc voilà, 4 typologies de labels. Et ce qui est important dans la sélection des labels que vous allez faire si vous souhaitez être labellisé, c'est de bien réfléchir à ce qui peut être pertinent pour vous. Est-ce que vous voulez des lignes directrices spécifiques à votre secteur d'activité, donc plutôt un label sectoriel, plutôt un aspect territorial que vous souhaitez valoriser, donc plutôt un label territorial, ou des lignes directrices plus généralistes, tout à fait, avec des labels généralistes. Ce n'est pas évident, c'est qu'il y a des labels intéressants, mais qui sont plus soit que France ou visibles en Europe, et tu mets ça à un prospect américain, c'est quoi, c'est qui en fait, Ouais. mais qui sont peut-être plus adaptés même à notre activité, ou, voilà, parce que nous, on a fait toute une démarche autour de la labellisation numérique responsable qui est associée à INR. Donc, c'est super adapté, c'est vraiment exactement sur quoi je pense qu'on a vraiment notre part à faire dans le monde digital, et comme ça à beaucoup d'autres pays dans le monde. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment pas évident le sujet, choisir son label, choisir son certif, pour pas aussi payer une fortune, passer tout son temps à faire des certifs. Et parce que ce qu'on veut surtout, c'est de faire le travail, c'est-à-dire faire la transformation durable, mettre en place des vrais programmes. Oui, tout à fait. Il y a parfois un manque de visibilité, un déficit de visibilité sur ces labels. Il y a quelques initiatives intéressantes. Par exemple, le label engagé RSE ISO 26000 a créé une coalition de labellisateurs européens. Ça s'appelle Responsibility Europe. Et en fait, ça fédère plusieurs labels européens et même, je crois, un label marocain ou tunisien pour essayer d'avoir une grille d'exigence commune et une visibilité accrue. C'est vrai que je pense qu'ils ont assez conscience parfois du déficit de visibilité au niveau international et qu'il y a un travail, un effort qui est en train d'être fait sur ce sujet. Après, souvent, on n'est pas obligé de prendre un label. Alors, les certifications, ça dépend du secteur, parce qu'il y en a qui sont vraiment nécessaires. Si on a une activité très spécifique, ça, c'est autre chose. Mais les labels, par expérience, moi, je me suis déjà occupée, par exemple, du label Airphare et du label Lucie 26000. En fait, c'est basé sur une ligne directrice. Ça peut être une aide pour construire sa démarche, pour structurer sa démarche RSE, surtout aussi. Ça fait.
Donc, c'est vrai que ça peut être une vraie aide quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas comment s'y prendre. Le fait de s'engager dans un label, ça permet de bien structurer sa démarche RSE et d'avoir un peu un fil rouge sur ça. Mm. Donc, ça peut être une aide dans son choix aussi. Parfait. Ouais. L'aspect label, ce qui est intéressant, c'est comme tu le dis, il y a un aspect structuration de la démarche RSE, avec des recommandations qui vont être données, et un aspect valorisation, avec les limites que ça a, évidemment. Mais c'est généralement des bons dispositifs pour débuter, avec évidemment la limite budgétaire qui peut avoir à venir de temps en temps. Je vous enverrai, donc, comme je vous le disais, sur l'aspect comment définir un label robuste et comment le reconnaître, le travail de la plateforme RSE qui avait identifié plusieurs critères pour différencier un label robuste d'un label qui ne l'est pas, parce qu'il y a une explosion du nombre de labels divers et variés. Donc, voilà, quelques indications de bon sens sur les principes de robustesse, sur l'amélioration continue, le bénéfice pour la société, etc. Je vous enverrai tout ce travail qui pourrait vous intéresser pour ne pas tomber dans certains écueils. Et enfin, dernière catégorie, c'est les évaluations RSE. Donc, les évaluateurs RSE, ESG, en fait, vont analyser, noter la performance d'une entreprise sur les différents volets de la durabilité, avec soit une expertise sectorielle, soit plus généraliste. On va retrouver l'axe environnemental, social, gouvernance, droits humains, etc. Et chaque évaluateur va disposer de sa propre méthodologie, ce qui en font leur valeur ajoutée, d'évaluation. On a Vigeo Eiris, Cetifinance, Trucost sur le climat et EcoVadis, que je pense que vous connaissez tous. Donc voilà, c'est encore une démarche différente d'une certification et d'une labellisation. Et je pense que maintenant, vous avez une idée un peu plus claire des trois typologies en fait, qu'on vient de voir. Beaucoup d'entreprises sont à la fois évaluées, certifiées et labellisées. Mais c'est vrai qu'on entend assez souvent quelques écueils du type je suis labellisé EcoVadis ou certifié AFNOR RSE, par exemple. Donc voilà, ça permettra, je pense, aussi d'apporter un peu de clarté. Ou labellisé Pacte mondial, tout à fait. Alors, je pense que vous gérez ce sujet bien par rapport au Pacte mondial et EcoVadis aussi, ils insistent beaucoup sur vous ne pouvez pas employer ces mots-là, vous ne pouvez pas mettre des marrons à tout va. Enfin, il y a plein de choses où ils sont très très clairs sur ce que c'est et sur ce que ce n'est pas. Ils vous donnent des éléments pour qu'on utilise des bons termes. Comme vous, il y a un kit de communication pour nous expliquer vous pouvez utiliser tel logo ou pas. Je vois qu'il y a plusieurs questions, je les prendrai juste après. Premièrement, comme je vous le disais, c'est la dernière session de l'accélérateur PME. Je vais vous proposer certaines recommandations, propositions pour les mois à venir. Déjà rappeler comme les ressources qu'on propose à nos membres. C'est vrai que c'est assez peu connu, mais on propose pas mal de services. Donc, je vais faire une présentation très rapide des différents services qu'on propose. On a des événements qu'on propose assez régulièrement à Paris. On a déménagé. Donc, voilà, je présentais aussi aux participants sur place notre nouveau bureau qui s'appelle la Maison du Développement Durable et qui a vraiment vocation à être un lieu de vie, d'événements, avec des événements qu'on propose assez régulièrement. On propose aussi des événements en région, mais j'en dirai quelques mots dans la dynamique territoriale. On propose des groupes de travail qui sont en fait des espaces, comme son nom l'indique, de travail sur une thématique précise, qui sont généralement hybrides. Donc, vous pouvez venir dans nos locaux ou participer en ligne. Et on propose des groupes de travail sur les enjeux environnementaux avec une montée en gamme, en puissance cette année sur les enjeux de biodiversité, qu'on va de plus en plus traiter avec aussi l'appui de l'OFB. On propose également un groupe de travail sur la performance et le progrès, donc plutôt sur les normes de reporting notamment, et un groupe de travail sur les droits humains, donc avec des entreprises assez matures, notamment des grandes entreprises, sur le devoir de vigilance, sur les enjeux de travail forcé, de travail des enfants, etc. À vous de souhaiter. On propose une dynamique territoriale avec 15 cercles régionaux qui sont animés 3 fois par an. Donc, si votre entreprise est basée en Normandie, dans la région PACA, près de Pau, on a des cercles territoriaux qui se réunissent assez souvent et qui peuvent vous permettre justement de vous rencontrer, d'échanger sur nos sujets et voilà, de poser vos questions. On a des accélérateurs, donc comme l'accélérateur PME, on en a d'autres que je vous présenterai juste après. On a une académie, donc ça, c'est une plateforme d'e-learning qui peut vous permettre de former vos salariés, de vous former vous, avec pas mal de contenu en ligne, entièrement gratuit et accessible à vos salariés. Et des coalitions, c'est un peu plus spécifique, mais par exemple, c'est plutôt pour les grandes entreprises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement le SBTI, donc Science Based Targets, c'est coporté par le Pacte mondial. Donc, si vous avez des questions sur SBTI, n'hésitez pas à nous écrire, on pourra vous y répondre.
Petite nouveauté aussi de cette année, c'était lancé l'année dernière en pilote, mais on le relance cette année. C'est un programme qui peut vous permettre de former vos fournisseurs, vos partenaires commerciaux, qu'ils soient membres ou non du pacte mondial. En fait, l'idée, c'est de vous permettre d'inviter vos fournisseurs à 4 sessions de sensibilisation à la RSE d'une heure. C'est dispensé sur un mois, à raison d'une session chaque semaine, donc x4 sur 4 semaines. C'est entièrement gratuit. Ça vous permet de valoriser aussi votre engagement auprès de vos partenaires commerciaux. Et ça leur permet à eux, s'ils le souhaitent, d'être formés à la RSE. Donc, voilà, 4 sessions sur les bases de la RSE, sur la décarbonation, sur le respect des droits de l'homme et sur le suivi d'une démarche. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez inviter vos fournisseurs. Je vous transférerai un kit de communication et un code pour leur permettre de s'inscrire. Si le format accélérateur vous plaît, on a aussi un accélérateur sur l'égalité entre les hommes et les femmes qui s'appelle le Target Gender Equality. Ça dure 9 mois, ça débutera à quel moment? En juin. En juin, et ça se terminera en mars 2026. Et l'objectif, c'est de vous présenter un cadre qui s'appelle les Women's Empowerment Principles, les WEPS, en français, les principes d'autonomisation des femmes. Donc voilà, sur comment renforcer votre action sur l'ODD 5 notamment. On a un webinaire d'information le 10 avril. Les liens seront cliquables dans le support de présentation que je vous enverrai. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Sur l'aspect climat, on a aussi un accélérateur qui présente le cadre Science-Based Targets initiative, qui rappelle donc, quelques enjeux en matière de décarbonation et qui fait intervenir des consultants SBTI pour répondre à vos questions, pour vous conseiller et vous dire si c'est un cadre qui peut être utile pour votre entreprise. Ça dure 6 mois, de février. L'inscription s'étale de février à avril 2025. Et ça débutera en mai 2025 et ça se terminera en fin d'année. Voilà. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet. Et enfin... Et ce sera en français Ce sera en français. Oui, tous les contenus qu'on propose, que je vais présenter sont en français. Oui, c'est vrai que là, c'est vrai que la slide est en anglais. Mais ce sera en français, animé en français par mon collègue. Alors, ça bug. On aura, oui, aussi, ma collègue Anne-Sophie me le fait remarquer, un accélérateur sur la lutte contre la corruption. On a assez peu d'informations pour le moment, mais ça sera deuxième semestre, a priori. On vous communiquera plus d'informations lorsqu'on en aura. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ces accélérateurs, on propose, comme je le disais précédemment, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. N'hésitez pas à aller sur notre agenda. On a environ 2 événements par semaine, je dirais, voire plus. Donc voilà, tous les événements sont proposés, présentés. On a des événements en ligne, mais aussi en présentiel. Ça vous permettra de nous rencontrer. Et on a aussi lancé un petit logiciel, comme on propose pas mal de ressources, qui peut vous permettre en quelques minutes de vraiment identifier les ressources les plus adaptées à votre entreprise. En fait, c'est quelques questions qu'on vous pose. Est-ce que vous connaissez les enjeux RSE, de droits humains, d'environnement, etc. Donc, vous y répondez oui, partiellement ou non. Et ensuite, vous avez votre programme personnalisé avec tous les outils qui pourraient vous être utiles. Donc, ça prend quelques minutes. Vous aurez aussi le lien sur le support de présentation. Donc voilà, merci beaucoup de votre participation. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vais y répondre. Et ensuite, on pourra passer à l'atelier. Alors, je vois qu'on a... Alors, c'est bizarre comment la partie gouvernance n'est pas aussi développée. Je la vois importante, franchement. Oui, c'est assez étonnant, en effet, d'avoir uniquement dans la VSME module de base 2 informations demandées. C'est assez étonnant, je vous rejoins complètement. Étant donné que notre startup compte seulement 30 salariés, le directeur des ressources humaines estime qu'il serait délicat de communiquer des statistiques sur les salaires entre hommes et femmes en raison de la taille réduite de l'échantillon, ce qui pourrait compromettre la confidentialité et la pertinence des données. Que me conseillez-vous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a un indicateur qui s'appelle l'indicateur égalité homme-femme, qui est, je crois, demandé à partir de 50 salariés. Ok, vous êtes 30 salariés, donc c'est en dessous. Donc, ça n'est pas demandé dans le cadre légal français. Après, ça peut être intéressant de le publier pour vos parties prenantes. Mais en effet, si vous estimez que ça n'est pas forcément pertinent, vous pouvez soit l'expliquer, soit vous pouvez communiquer la donnée et expliquer en quoi vous estimez que ça n'est pas pertinent par rapport à la taille de l'échantillon. Dans tous les cas, c'est 2 possibilités qui peuvent être adaptées à votre entreprise. Qui gère l'audit? Eh bien, de la VSME ou de la CSRD? La CSRD, ça va être des auditeurs, donc ça va être soit des OTI, des organismes tiers indépendants qui ont été agréés, soit des commissaires aux comptes qui ont également le droit de le faire et qui ont dû passer une formation de 90 heures, je crois, de formation au sujet RSE.
Auriez-vous des cabinets d'audit à nous conseiller pour la CSRD? Alors, nous, on n'a pas de conseils spécifiques à vous donner. On n'a pas le droit. En tout cas, on n'a pas fait le travail. Mais c'est vrai que n'hésitez pas si dans les groupes, justement, après, dans le cadre de l'atelier, à échanger vos bonnes pratiques, vos retours d'expérience et à aussi nous en faire part parce qu'on a eu beaucoup de retours sur la phase audit de la CSRD avec, comme on le disait tout à l'heure, parfois des montants qui sont extrêmement élevés. Donc, on serait aussi intéressé d'avoir une fourchette de montants selon la taille de votre entreprise, si vous êtes soumis. Info Afnor, oui. Merci beaucoup sur le label engagé RSE qui, en effet, assure la correspondance avec le label Responsabilité Europe, qui est en effet une marque internationale et européenne sur ce sujet. Alors, merci Anne-Sophie pour le forum annuel des membres. En effet, on aura le plaisir de vous retrouver à Paris le 3 juin. Est-ce qu'on a déjà le lieu ou est-ce qu'on peut le dire? Non, on n'a pas le droit de le dire. Paris, c'est juste à côté, quand même, le truc. Ok. Oui, c'est pas très loin de Paris. C'est le 3 juin. Je le mets déjà dans votre Ouais. agenda. Je vais le faire tout de suite. C'est le nouveau nom de l'Assemblée générale. En fait, on sort d'une assemblée statutaire. Il y aura d'autres choses proposées. Et j'ai vu que vous seriez présent à l'événement Ecovadis Sustain, Oui. non? Tout à fait. Ce sera Niels qui prendra la parole. Ils sont en train de retravailler, parce qu'ils avaient fait une étude il y a quelque temps où ils montraient comme quoi les entreprises qui étaient au pacte mondial étaient beaucoup plus matures et avaient des meilleures notes. Et apparemment, c'est de plus en plus vrai, donc ils remettent à jour cette étude. Et je pense que c'est entre autres, ils sont en train de travailler là-dessus. D'accord, super. Mm. Alors, c'est Sustain Plus 2025, c'est du 11 au 13 mars. Les 2 premiers jours, 11 et 12, c'est en présentiel. C'est dans le 93, par contre, à savoir. Et le 3e jour, c'est en ligne. Voilà. Moi, personnellement, j'y vais, je me suis inscrite. Jusqu'à la fin janvier, vous avez encore moins de 5% sur le prix. Oui, bah, c'est payant. C'est 500 € pour les. Alors, il y a 2 prix. Mais ce qui correspond, c'est voilà, 500 €. Mais vous pouvez avoir moins 25% jusqu'à fin janvier. Voilà. C'est les soldes. C'est les soldes. Les soldes. C'est les soldes. Deuxième démarque. Exactement. Donc, ça peut être intéressant. Mais apparemment, moi, j'ai fait l'année dernière, je suis allée à l'Ecovadis Fair Tour. Et en fait, à la fin de l'événement, ils nous ont dit bon, bah voilà, l'événement 2025 où il faut vraiment aller pour Ecovadis, c'est le Sustain Plus. Voilà, ce qu'ils ont recommandé. Mais vu que c'est sur 3 jours, je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses intéressantes et notamment avec le contexte actuel, plein de nouvelles informations et notamment très importantes sur les parties, etc. C'est sur notre agenda dans la page 3. D'accord. Parce qu'il y a plein de pages d'événements. Du coup, Eh bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On va. Oui. Oui, regarde. C'est pas que c'est important. Ah, mais information quand même, si tu d'Anne-Sophie. peux Information d'Anne-Sophie. En effet, l'appel à cotisation doit être envoyé cet après-midi. C'est ça? Bah écoute, Ben à 20h, à 0h, il m'a dit j'essaie de l'envoyer à partir de 15h. Ok. Mais bon. À partir de 15h, a priori. Et en effet, oui, pour participer au forum annuel, il faut être à jour de cotisation, je Il faut crois. être à jour de cotisation et quoi qu'il arrive, et ça, je me demande est-ce que les cotisations soient payées au 31 mars. Super. Chaque année. Oui. Bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On va faire quelques minutes de pause, évidemment, avant de passer à l'atelier. Pour ceux qui nous quittent, merci beaucoup de votre participation à cette session de l'accélérateur PME. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires à m'écrire. J'ai déjà eu quelques entreprises qui m'ont soumis leur charte RSE ou d'autres documents. Donc, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on pourra y répondre. Et je vous dis à très bientôt si vous avez le plaisir de participer à d'autres événements que nous proposons.